Bienvenue, ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Heureuse de vous retrouver pour parler d'un sujet d'actualité. Un thème que nous abordons depuis maintenant plusieurs mois. Vous l'auriez deviné, il s'agit bien de coronavirus. Un thème que nous abordons dans un contexte de perspective d'une deuxième vague de contamination qui se fait de plus en plus sentir au sein de nos hôpitaux. De nouveaux foyers apparaissent, comme dans la région de Msila, Aït Mouchent ou Béjaïa. Nous ferons le point dans cette émission sur la situation à Djidjel également. Nous aurons avec nous le chef d'unité Covid de l'hôpital de la région dans un instant. Quelle évaluation faisons-nous aujourd'hui de la situation épidémiologique? Quelles sont les mesures à prendre devant cette hausse exponentielle de l'épidémie? Et puis, sommes-nous préparés à la deuxième vague de contamination? Pour développer autour de ce thème, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Kamel Djenouhat. Vous êtes chef de service de biologie médicale à l'hôpital de Rouiba. Vous êtes également président de la Société algérienne d'immunologie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. J'ai également le plaisir de recevoir le professeur Bouamra Abdelrazak. Vous êtes chef de service épidémiologie et médecine préventive au CHU de Blida. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et j'ai également le plaisir de recevoir le professeur Chabati Omar. Vous êtes pneumologue, chef d'unité Covid à l'hôpital de Rouiba, le PH de Rouiba. Bienvenue. Merci, bonsoir. C'est moi qui vous remercie et je le disais à l'instant, nous aurons également par Skype le docteur Ben Sid Rachid, réanimateur, chef d'unité Covid à l'hôpital de Djidjel. Bonsoir docteur. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je vous souhaite une bonne fête Moulid Nabawi à vous et à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, oui, bonne fête à vous et bonne fête à nos chers téléspectateurs. Après une période d'accalmie, voilà que nous dépassons de nouveau la barre des 300 contaminations jour. Plusieurs foyers de contamination ont été détectés, je le disais à l'instant, il y en a d'autres, Alger, Sétif et d'autres foyers donc, de contamination. Est-ce qu'on est clairement devant la deuxième vague? Je pense que vous le savez très bien, ça a été dit depuis le début de cette pandémie, c'est que l'Algérie a un problème de tests. Donc lorsqu'on dit aux Algériens qu'on est à 300 tests, vous le savez très bien que tous les malades qui passent par les EPSP ne sont pas testés. Nous avons effectué 200, alors selon le DG de l'IPA, nous avons effectué depuis le début de la pandémie quelque chose comme 220 000 tests, ce qui reste très très réduit par rapport par exemple déjà à la capacité de dépistage de nos voisins. Exactement. Donc vous avez deviné qu'il faut au moins multiplier le chiffre par un facteur de 4-5 minimum. Donc 1000, 1200, 1500, c'est pas rassurant. Malheureusement, c'est vrai, c'est comme tous les pays, on est passé par une période où il y avait très peu de malades dans les hôpitaux, ça a été jugé dans les hôpitaux, on avait pas mal de places libres. Mais lorsqu'on donne des chiffres de 130 nouveaux cas par jour, et lorsqu'on voit parfois même nos collègues, malheureusement, qui fêtent leur victoire sur le coronavirus, alors que le virus il est toujours là. Donc l'Algérien, il était un peu rassuré par rapport au double discours. Ce qui a automatiquement, c'est la nature de l'être humain, ce qui a conduit à un relâchement par rapport aux mesures préventives. Et on est en train de vivre. Professeur Bouamra, la même question. Est-ce que vous pensez que nous sommes devant la deuxième vague? Moi, je pense parler deuxième vague, c'est très tôt. Puisque le sujet de deuxième vague, c'est un sujet controversé. Puisque même en France, à ce jour, avec plus de 60 000 nouveaux cas, ils parlent du début de deuxième vague, mais il y a beaucoup de scientifiques, surtout des scientifiques en santé publique, ce sont des bons scientifiques, qui ne parlent pas, qui n'utilisent pas le terme deuxième vague. Mais le plus important, pour parler de deuxième vague, il faut utiliser des indicateurs. Les indicateurs de suivi de cette épidémie.
Et en réalité, si j'essayerai de vous citer les meilleurs indicateurs. Nous avons des indicateurs virologiques et nous avons des indicateurs épidémiologiques. Et en réalité, les deux, c'est-à-dire... Est-ce qu'ils sont là, ces indicateurs finalement? Est-ce qu'ils sont disponibles? Bien sûr qu'il y en a quelques indicateurs. Par contre, par exemple, pour les indicateurs épidémiologiques, ils ont utilisé ce qu'on appelle, nous avons le taux d'hospitalisation. Certes, ce nombre a augmenté, mais on doit le comparer avec la première vague. Il y a des hôpitaux qui affichent complet, il y a des services de réanimation aussi, on va le voir dans un instant avec le docteur de DJ. Mais je dois le comparer avec les données qui ont été enregistrées durant la première vague. Le deuxième indicateur, le meilleur indicateur actuel utilisé pour dire ou pour suivre l'épidémie, c'est l'hospitalisation en réanimation. Et effectivement, par exemple en France, pourquoi les spécialistes en santé publique ne parlent pas de deuxième vague? Ils ont comparé les deux indicateurs, le début de l'épidémie ou bien la première vague et le nombre de cas enregistrés durant la deuxième vague. Et à ce jour, ils sont à peu près à 3000. Même les gens, c'est-à-dire en train de tirer la sonnette d'alarme, puisqu'après 3 semaines, 2 semaines, ils vont y arriver à 9000, c'est-à-dire le chiffre va être triplé. Mais à ce jour, ils sont à 3000. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrivé au nombre qui a été enregistré lors de la première vague. Donc on n'en est pas encore. On n'en est pas encore à la deuxième vague. Je vais ajouter, vous avez cité quelque chose qui est très bien, c'est surtout les indicateurs virologiques, puisqu'à travers ces indicateurs, effectivement, on peut tirer la sonnette d'alarme. C'est le nombre de tests réalisés, c'est le nombre de cas positifs. Et le plus important indicateur en virologie, c'est ce qu'on appelle la portion, ou bien la portion des tests positifs, qui généralement on le calcule en rapportant le nombre de cas positifs, c'est-à-dire testés, rapporté sur le nombre de tests utilisés. Et ça, c'est un bon indicateur pour suivre l'épidémie. Oui. Professeur Chabati, alors on parle d'indicateurs, donc l'occupation, le taux d'occupation des hôpitaux ou de réanimation. Quel est le cas aujourd'hui dans votre hôpital? Vous êtes chef d'unité Covid à l'EPH de Luiba. Quelle est la situation à votre niveau? Il y a quelques jours, elle était bien. Et depuis maintenant un peu plus d'une semaine, nous affichons complet, c'est-à-dire tous nos lits qui sont réservés pour les malades qui portent cette maladie Covid-19 sont occupés. Mais je vous dirais que ce n'est pas pour nous, cliniciens, mes amis, donc vous avez un épidémiologiste et vous avez un immunologiste. Moi, je suis clinicien. Pour moi, ce n'est pas l'indicateur le plus important. Pourquoi? Parce que le taux d'occupation des lits réservés pour ces malades peut nous induire en erreur. Ça dépend des médecins, comment ils hospitalisent. Par contre, ce qui est plus important à considérer, comme l'a si bien dit monsieur le professeur Djenouhat, c'est les lits de réanimation. Si vous hospitalisez un malade dans un lit de réanimation, ça veut dire que ça ne va pas. Et là, on est obligé de l'hospitaliser. On peut hospitaliser un malade qui peut être parfois suivi chez lui, mais on l'hospitalise. Donc c'est un indicateur qui nous trompe. En plus de tout cela, je peux vous assurer que la majeure partie des malades qui sont infectés seront chez eux. Heureusement d'ailleurs. Et j'espère que ça continuera comme cela. Mais je voudrais en plus revenir un petit peu à votre question de deuxième vague. Oui. Moi, comme clinicien, je n'aime pas ce terme, même si c'est un terme qui est d'usage. Je n'aime pas une vague, on porte tout sur son chemin, vous le savez très bien. Mais notre ami le docteur Ben Amara vient de nous expliquer un petit peu cette histoire d'indicateurs. Et actuellement, chez nous en Algérie, malheureusement, ces indicateurs vont être très difficiles à rechercher. C'est vrai qu'on se réfère généralement aux pays occidentaux ou développés, puisqu'ils ont plus de moyens que nous. Nous, en ce qui nous concerne, vous avez entendu, vous l'avez vous-même dit, plus de 200 000 tests depuis le début de la pandémie, c'est vraiment dérisoire. C'est très peu, oui. C'est dérisoire. Comparé à nos voisins tunisiens et marocains, déjà nous sommes très en retard. Oui. Et si nous ne testons pas, souvenez-vous également, la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé depuis le début, il faut tester. Si on veut avoir une idée précise sur l'ampleur de cette pandémie chez nous, il faut qu'on teste beaucoup de malades. Il faut avoir les données. Il faut avoir les données épidémiologiques. Oui. Or, nous ne l'avons pas. Docteur Bensid, vous êtes, je le rappelle, vous êtes médecin réanimateur à l'EPH de Djidjel. Dites-nous un peu quelle est la situation aujourd'hui à Djidjel et quelle est la part des malades admis en réanimation? La situation, elle est inquiétante. Moi, je suis responsable de l'unité Covid au niveau des urgences.
on a remarqué qu'il y a une hausse considérable, le dernier mois surtout, à partir du mois de septembre. Le reflet pour nous, c'est les malades graves admis en réanimation. Depuis le mois de juillet, on a constaté une hausse de ces malades. On a admis 20 malades, mes collègues ont admis 20 malades le mois de juillet, 22 le mois d'août, 22 le mois de septembre, mais jusqu'au 29 octobre, on est à 30 malades. La moitié de ces malades, 50%, ont été... il y a eu 115, depuis le début de la pandémie, il y a eu 115 hospitalisations en réa. Donc 50% ont bénéficié d'une VNI, d'une ventilation non invasive. Et 50% ont été intubés et ventilés. Et ces malades-là, c'est des malades vraiment lourds. S'occuper d'un malade en réanimation, ça veut dire beaucoup de bras, beaucoup de moyens humains, parce que c'est des modalités ventilatoires un petit peu difficiles. Il faut changer les malades. Des fois, ils sont en position ventrale, des fois, ils sont en position dorsale. Et pour faire cela, il faut beaucoup de moyens humains. Oui. Malgré le risque. Il faut aussi un personnel qualifié. Donc, ce chiffre-là nous inquiète parce qu'on est pratiquement en état de saturation depuis plus d'un mois. Parce que le malade de réanimation, c'est un malade qui nécessite des moyens matériels aussi. Un malade de réanimation, c'est un respirateur. Et c'est pour cela que c'est un indicateur important dans l'évolution de cette pandémie en Algérie et surtout à Gigel. On a remarqué qu'il y a, depuis le mois de juillet, le service de réanimation est sollicité d'une manière importante. Maintenant, on est au bord de la saturation, malgré qu'on peut étendre notre activité si on avait les moyens de le faire. Docteur Bensid, s'il vous plaît, alors on a parlé beaucoup de problèmes de moyens, justement, lorsqu'on sort un peu d'Alger, problème de centralisation des moyens, c'est un point qui a été abordé au tout début de cette pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée, entre parenthèses, de la deuxième vague, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez être un peu mieux préparé ? Sur le plan savoir-faire, nos équipes là en réanimation ou ailleurs dans les autres services, maintenant ils savent aborder cette maladie, ils savent se comporter. On a quand même des conduites à tenir qui sont, je vous donne un exemple, l'exemple de la réanimation Covid. Oui. Sur les malades ventilés, on est arrivé intubés et ventilés. Oui. Qui étaient intubés et ventilés, les équipes de réa, quand même, ont arrivé à extuber 6 malades, dont un malade est resté 1 mois ventilé. Donc, c'est un savoir-faire qui a été acquis depuis la première ventilation, le mois de mars. Là, et le taux de mortalité en réa, il avoisine 42%, qui est les normes standards. Les normes mondiaux. En matière de moyens, là je parle de chiffres, en matière de respirateurs, on manque vraiment de respirateurs parce que on a mobilisé les respirateurs des blocs opératoires pour pouvoir ventiler ces malades. Et n'oublions pas qu'il y a d'autres malades de réa. La réanimation n'est pas seulement la réanimation Covid, c'est la réanimation polyvalente qui s'adresse à d'autres pathologies qu'on ne doit pas négliger. Il y a le service de réa polyvalent de 6 lits, il y a le service de la réa Covid qui est de 10 lits extensibles. Et ce service a besoin d'être alimenté en équipement pour pouvoir recruter d'autres malades qui présentent un état grave, un Covid grave. Oui. Ces moyens, c'est quoi? C'est des respirateurs de soins intensifs, c'est des moniteurs de surveillance, c'est des seringues électriques, les moyens pour pouvoir faire une réanimation de qualité. Oui. On a besoin de ces moyens. Merci, Dr Bensid.
On reviendra à vous tout à l'heure pour parler aussi du profil justement des personnes admises en réanimation. Professeur Benamra, à entendre le docteur Bensid, on comprend quand même que ça a commencé un peu plus tôt que les autres régions. À Djidjel, vraisemblablement, il dit que ça fait un mois déjà que ça affiche complet au niveau de la réanimation. Comment expliquer cela? Moi, je pense que Djidjel, c'est un pays, c'est une wilaya voisine, la wilaya de Sétif. Et Sétif, on sait très bien que durant le mois de juillet, on a assisté à un foyer qui était important. Ce foyer-là, je pense qu'il a fait l'objet d'une extension et qui a touché d'autres wilayas. Et je pense maintenant, c'est surtout, c'était pas que le cas de Sétif, mais aussi pour la wilaya de Msila. Et donc, c'était un foyer qui n'a pas été maîtrisé et qui a fait l'objet d'une extension. Certes, on sait très bien que la transmission de Covid est très, très importante. Et puis après le déplacement, il y avait un allègement en matière de déplacement de personnel en rentrant et en sortant d'une wilaya à une autre. Et donc, je pense que ces gestes-là, ou bien cet allègement-là qui était à l'origine de l'apparition du nouveau foyer. Professeur Djenouhat, est-ce qu'on est mieux préparé aujourd'hui à l'éventualité d'une deuxième vague? Aujourd'hui, on a quand même 7 mois de recul devant cette pandémie. Est-ce qu'on va vers l'augmentation ou est-ce qu'on est réellement allé déjà d'emblée à l'augmentation des capacités d'hospitalisation au niveau de nos CHU? On est déjà dans l'augmentation de capacité des CHU, des structures hospitalières, et ça va tendre vers la hausse malheureusement. Et comme vous le savez, la grippe saisonnière, on a l'apport de la grippe saisonnière. Malheureusement, la plupart des études qui sont faites aux États-Unis, en Angleterre, ils ont montré qu'on augmente par un chiffre de 2,7 par 3 le taux de mortalité lorsqu'il y a une co-infection chez le même patient. Le point positif, c'est que on est mieux préparé. On est mieux préparé parce qu'on a acquis une certaine expérience. Le deuxième point, il y a cette nouvelle instruction de ministère, c'est essayer d'absorber l'afflux vers les structures hospitalières au niveau des EPSP et des polycliniques. Donc ça, c'est très très important. Et, la charge diminuera pour les CHU. Exactement. Et je donne j'aimerais bien que le citoyen algérien, ceux qui présentent des formes minimes, c'est pas la peine qu'ils se déplacent vers les hôpitaux. Vous avez les EPSP les plus proches. Quelle est la conduite à tenir quand on a une forme bénigne du Covid? Peut-être qu'il faut le rappeler parce que les gens quand même ont besoin d'être informés. Quelle est la conduite à tenir? C'est-à-dire ne pas aller vers les hôpitaux, faire quoi alors? Non, il faut s'adresser vers les EPSP. Et les EPSP posent leur diagnostic. Ils traitent les formes mineures sans les envoyer aux hôpitaux. Par contre, ils ne envoient que les formes qui peuvent compliquer, qui présentent des complications respiratoires ou bien des formes sévères vers la réanimation. Par contre, il ne faut plus envoyer les malades qui font des formes minimes, légères, modérées vers les structures hospitalières. Oui. Docteur Chabati, le docteur Bensid parlait tout à l'heure justement d'un point positif. Vous en avez parlé aussi, cette expérience qu'on a acquis au fil du temps. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même devant un problème, celui de l'épuisement peut-être aujourd'hui, celui des troupes, j'ai envie de dire, ou des équipes médicales? Oui, certainement. Depuis bientôt 8 mois, je pense que nous sommes Absolument. en train d'affronter cette pandémie. Il y a l'épuisement, il y a le burn-out, il y a beaucoup de choses. Oui. Mais bon, je vous dirais qu'on n'a pas le choix. Finalement, on est obligé d'affronter encore et encore. J'espère qu'on va s'en sortir indemne tous. Et l'essentiel, c'est d'avoir les moyens pour travailler. C'est ça le plus important. Est-ce qu'on a les moyens de travailler? Pour l'instant, nous ne manquons pas vraiment, mais il faudra toujours renouveler les stocks, tout le temps. Oui. Il y a des moments où effectivement il y a des difficultés. Le manque est à quel niveau? Généralement, c'est les moyens de protection qui posent problème. Nous avons parlé déjà des moyens de diagnostic qui sont très importants pour lutter contre cette maladie. Nous n'avons jamais eu de problème sur le plan des traitements, alhamdoulilah. Mais nous avons toujours de gros problèmes concernant les lits d'hospitalisation au niveau des services de soins intensifs. C'est quoi le traitement aujourd'hui consacré au Covid? C'est le même traitement depuis le début, c'est-à-dire celui qui a été recommandé par notre Pour toutes les formes ou pour uniquement Non, pas pour toutes les formes. Généralement, c'est pour les formes modérées à sévères. On juge, est-ce qu'il faut les admettre? Donc, généralement. Cycloroquine avec Zithromax, c'est ça? C'est vrai, mais
on a la possibilité de traiter les malades de plusieurs façons. L'hydroxychloroquine, c'est bien, on l'utilise, mais pas chez tous les malades finalement. Il y a des malades, on se contente par une antibiothérapie, et puis il y a d'autres traitements supplémentaires. Par exemple, vous avez certaines vitamines qu'on donne, vous avez des traitements pour la coagulation du sang qu'on donne également, et vous avez des anti-inflammatoires, des corticoïdes. L'arsenal thérapeutique existe. Le plus important, c'est d'abord se protéger pour pouvoir continuer à lutter. Le corps médical a été très éprouvé. Nous avons, si vous n'avez pas les chiffres, nous avons plus d'une centaine du personnel médical et paramédical qui sont décédés. Oui. Et je ne sais pas combien ils sont infectés, plusieurs centaines également. Oui. Oui. Professeur Benamra, est-ce que cette augmentation exponentielle des chiffres, ces quelques jours, enfin ces derniers jours, il y a 2 semaines à peu près aujourd'hui, est-ce qu'elle était prévisible finalement? Est-ce qu'on s'y attendait? Effectivement, maintenant, si on veut parler en chiffres, c'est-à-dire on va prendre en considération le chiffre, il faut savoir qu'en Algérie, si on prend les données déclarées par le ministère, si on prend les données dès le premier mois, c'est-à-dire les premiers jours du mois d'octobre, et on voit la fin du mois, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un dédoublement. On était à peu près à 137, maintenant on est à peu près à 300. Et donc il y a un dédoublement. Ce dédoublement attire l'attention, donc c'est-à-dire nous permet de dire il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est ça, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement on va être en face d'une deuxième vague, ou bien ce sera un nombre qui va augmenter et qui nécessite c'est-à-dire des interventions, c'est-à-dire de renforcer les mesures barrières pour ne pas arrêter. Ça, c'est pour le premier point. Maintenant, le deuxième point qui est important, moi, je félicite le professeur de Djidjel, puisqu'un taux de mortalité pour les malades hospitalisés en réanimation à 42%, il est comparable avec les données publiées dans les pays développés. Oui. C'est-à-dire, par exemple, en France, ils ont commencé un taux de létalité à 100%, actuellement, ils sont à 37%. Il y a d'autres services, ils sont à 40%. Eux, ils ont 42%. Je pense que c'est un chiffre très attirant. Il attire l'attention et qui mérite l'encouragement. Ça, c'est pour la mortalité concernant la Djidjel. Maintenant, pour l'indicateur hospitalisation. Pourquoi c'est le meilleur indicateur? Puisqu'on sait très bien maintenant, pour la conduite à tenir, nous avons 4 formes. Nous avons la forme bénigne, la forme modérée, la forme sévère et la forme grave. Pour les formes, c'est-à-dire pour qualifier cette forme, c'est-à-dire on laisse, c'est-à-dire c'est le médecin qui a cette possibilité. C'est à lui de qualifier la sévérité d'un cas Covid. Et donc, il faut s'organiser pour prendre en charge les cas en tenant compte ces différentes formes. Pour les formes bénignes modérées, donc comme il a bien expliqué le professeur Jonahat, effectivement, pourquoi y aller vers l'hôpital? Il vaut mieux les prendre en charge dans des ESP. Donc il faut organiser des consultations dédiées pour la prise en charge de ces formes-là. Oui. Maintenant, pour les formes sévères, c'est-à-dire c'est des formes c'est-à-dire ils ne sont pas arrivés à une forme grave, c'est-à-dire une forme qui nécessite la réanimation. Cette forme-là nécessite l'hospitalisation dans un service dédié hôpital, Covid, forme sévère. Oui. Il reste pour les formes graves, ce sera la réanimation. Absolument. Alors, pour revenir peut-être un peu justement au fait que cette augmentation des chiffres ou cette augmentation des contaminations soit prévisible ou pas, peut-être expliquer ça par... C'est souvent expliqué par un relâchement de la population aujourd'hui, d'autant plus que les clusters qui sont découverts sont pour la plupart des clusters intrafamiliaux. Mais pas seulement, peut-être vous allez me dire. Non, en fin de compte, c'est dû à la rentrée sociale. Oui. Donc tout le monde a repris le travail. Il y avait le bac, il y avait les fêtes qui ont suivi aussi. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on passe les examens, oui. C'est vrai, ils ont pris très bien les mesures de barrière. Par contre, en dehors des lycées, on voit, il n'y a plus de respect. Exactement. Est-ce que vous avez fait un petit tour ces derniers temps dans les stations des bus?
Oui. Il n'y a plus de train, il n'y a plus de métro. Et bien à 17h, à 16h, on ne peut plus parler de distanciation physique. En plus, il y a le transport étudiantin qui vient de reprendre. Exactement. Oui. Donc, sans être pessimiste, c'est juste pour essayer de prévenir l'aggravation de la situation. J'aimerais bien que le citoyen algérien revienne à prendre les mesures préventives, à savoir le port de masque et la distanciation physique, sans parler bien sûr de lavage des mains. Oui, qui est très important. Professeur Chabati, est-ce que pour vous aussi, cette vague était un peu prévisible après la rentrée sociale, comme disait à l'instant le professeur Djenouhat, et puis aussi avec le comportement, peut-être qu'il y a un relâchement, il y a un manque aussi de verbalisation, aussi les réfractaires ne sont pas verbalisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez dit vous-même, voilà, c'est ça. Moi, je pense que depuis le début, de toutes les façons, je n'ai pas vu une adhésion complète de la population aux mesures de barrière. Je suis désolé. Oui. Nous vivons tous dans la même société, vous sortez tous de chez vous, vous voyez ce qui se passe dehors. Il n'y a pas que les écoles, il n'y a pas que les transports, même dans nos quartiers. Les gens veillent, c'était l'été, ils veillaient jusqu'à 1h, 2h du matin, il n'y a ni distanciation, ni port de masque, ni rien du tout. La reprise des fêtes de mariage. La reprise des fêtes de mariage, et vous venez de parler de verbalisation, je pense que les rassemblements même familiaux sont interdits. Et pourtant, il n'y a pas de... Il n'y a aucun respect. Il n'y a rien. Je peux ajouter une chose, parce que c'est important. Oui. Parce qu'on a pensé, à la sortie de la crise, de cohabiter avec le virus. Cela signifie quoi? Que le virus, il est là. Il existe. Mais maintenant, on doit vivre avec ce virus. Ça, c'est une stratégie. Il y a d'autres pays qui n'ont pas utilisé cette stratégie. Vous pensez à l'immunité collective? Si on devrait cohabiter avec le virus, on doit respecter les mesures barrières. Absolument. C'est un équilibre en réalité. Le professeur Djenouhat, c'est un immunologue. Il vous dit, avec un taux d'immunité de 10% on va y revenir, population, c'est un point. Donc on doit vivre avec les mesures barrières. C'est un point qu'on va aborder de toutes les manières. Docteur Bensid, on aimerait vous faire réagir aussi sur justement ce relâchement de la part de la population. Est-ce que c'est le même cas dans la région de Djidjel? Est-ce qu'il y a aussi un relâchement qui a précédé cette nouvelle vague? C'est le même constat depuis quelques mois, depuis l'avènement de l'été surtout, malgré qu'on est, moi je dis qu'on est en situation de guerre. Et contre le Covid, il n'y a pas un traitement curatif à ce jour, il n'y a ni vaccin et les thérapies expérimentées et peut-être efficaces ailleurs, qui sont les anticorps et le remdesivir, ne sont pas disponibles, ni le plasma en Algérie. Donc, nos deux armes contre cette maladie sont en premier lieu notre civisme et notre discipline. Mais hélas, on remarque un relâchement inquiétant, une démobilisation. On le voit dans le transport en commun, dans les lieux publics, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de port de masque. Les gens font fi de ces mesures. Notre deuxième arme, c'est notre système de santé, qui ne devrait pas être amené à être saturé. Et ce système de santé comporte des moyens humains et matériels. Actuellement, en matière de moyens humains, moi, dans le service que je dirige, qui est le service des urgences, j'ai 7 contaminations, 3 médecins et 4 paramédicaux actuellement. Cette amputation de personnel, au moment où on a le plus besoin d'eux, est néfaste et préjudiciable pour la prise en charge des malades. Il y a un autre point qui est l'intersectorialité. Il faut qu'il y ait une intersectorialité pour lutter contre cette maladie. On a l'impression que seul le monde de la santé, seul le ministère de la Santé, c'est l'affaire du ministère de la Santé. Non, c'est l'affaire de tous les secteurs. Il faut qu'il y ait une intersectorialité, il faut que tous les secteurs participent pour prétendre pour que ça réussisse, absolument. Et mettre fin à cette propagation active du virus. Parce qu'il y a une propagation active, le virus circule d'une manière
active ces derniers temps et d'une manière c'est ça qu'on a l'impression d'oublier justement, docteur Sid, parce que à voir par exemple, c'est un peu mon coup de gueule aujourd'hui, à voir un peu la situation dans les centres commerciaux où les gens sont autorisés à circuler sans aucune distanciation, par exemple ici dans certains centres commerciaux à Alger, où les enfants sont autorisés aussi à accéder le plus normalement du monde. On se demande quel genre de précautions sommes-nous en train de prendre. Alors on va passer tout de suite à la rubrique de Santé Mag. On va parler avec le docteur Mjdel dans sa chronique Le Focus du cas Afrique, un cas qui a beaucoup fait parler de lui. On dit que le continent a été un peu préservé de cette pandémie à comparer à d'autres continents. Tout de suite la rubrique Le Focus. Bonsoir, docteur Mjdel. On commence avec vous. Donc, on parle d'Afrique plutôt, et on commence avec quelques données épidémiologiques. Bonsoir, bonsoir amis téléspectateurs. Oui, focus aujourd'hui sur le cas Afrique. Nous allons commencer avec quelques données épidémiologiques que j'estime importantes. Les premiers cas en Afrique ont été enregistrés au mois de février, plus exactement le 14 février 2020 en Égypte. Alors, les 54 pays du continent sont touchés. Le pays le plus touché jusqu'à maintenant étant l'Afrique du Sud, avec plus de 700 000 cas et plus de 19 000 décès. Dans l'ensemble, l'Afrique enregistre plus de 1,5 million de cas, selon l'université Johns Hopkins. Alors, pour comparer un petit peu les chiffres enregistrés au niveau de l'Afrique avec les autres continents, nous allons retrouver quelque chose comme 37 000 décès en Afrique contre 58 000 en Amérique, 580 000 en Amérique, 230 000 en Europe et quelque chose de plus de 200 000 en Asie. Pour le cas Algérie, nous en sommes à plus de 56 000 cas de Covid diagnostiqués pour quelque chose comme 1900 décès. Nous allons enchaîner ensuite par quelques idées, quelques hypothèses qui ont été émises. Parce que beaucoup de choses ont été dites justement sur cette manière de... on disait que l'Afrique a été plus ou moins préservée. Rappelez-vous justement la déclaration de responsable de l'OMS qui appréhendait justement l'arrivée de cette pandémie en Afrique. Absolument. Le premier responsable de l'OMS au début de la pandémie avait déclaré, je cite, « L'Afrique doit se réveiller ». Et je cite aussi qu'il fallait s'attendre au pire au niveau de l'Afrique. Par la suite, la réalité du terrain, si vous voulez, a prouvé un petit peu, n'a pas approuvé les dires du responsable de l'OMS, oui. Même si nous devons reconnaître que les données épidémiologiques, les données cliniques au sein du continent africain sont plus ou moins biaisées en raison de l'insuffisance de toutes les façons des moyens diagnostiques en premier lieu. Alors, beaucoup d'hypothèses ont été émises par rapport aux facteurs qui ont été plus ou moins protecteurs de la population africaine de ce virus. Le premier étant la jeunesse de la population africaine. Il s'agit d'une population jeune et d'une moyenne d'âge qui est plus ou moins jeune, ce qui signifie qu'une comorbidité qui est moindre, une immunité qui est plus ou moins développée et donc une population qui a plus de capacité à se défendre théoriquement contre le virus. Il y a une étude qui a été faite en Europe et qui parle de la fameuse théorie de l'impasse. La théorie de l'impasse qui parle de la capacité de la majorité des adolescents à ne pas transmettre ou bien à transmettre de façon moindre le virus à leur entourage, ce qui constitue un frein au sein de la population à la propagation du virus. Oui. Le deuxième facteur qui a induit cet état de fait, c'est les mesures drastiques qui ont été prises
par les gouvernements, les États africains. Certains avant même que les pays, que les gouvernements enregistrent les premiers cas. C'était le cas du Lesotho, par exemple. Des mesures drastiques à type de confinement total, à type de couvre-feu et à type d'interdiction totale de regroupement, ce qui a fait qu'il y ait une petite longueur d'avance par rapport au virus, à la contamination. Et il y a un autre facteur, c'est que les pays africains ont plus ou moins appris de l'expérience des pays européens qui ont été frappés lourdement. Il y a eu une certaine période, si on veut, de latence, une certaine période entre la propagation du virus à partir de la Chine dans un premier temps vers l'Europe de l'Est, ensuite vers l'Europe centrale et l'Europe, si vous voulez, méditerranéenne, avant l'arrivée en Afrique, ce qui a permis aux études médicales de s'adapter, de jeter un coup d'œil, de rester vigilants, de reprendre un petit peu les mesures thérapeutiques qui sont utilisées en Europe. Il y a aussi la mise à jour, si vous voulez, et la préparation dès le début des équipes médicales, en l'occurrence en Algérie, des équipes médicales et paramédicales auxquelles il faut vraiment tirer chapeau parce que d'emblée, les équipes se sont mises au diapason pour mettre en place des conduites à tenir médicales qui ont prouvé leur efficacité. Quand faut-il hospitaliser? Quand faut-il mettre de la chloroquine? À quel moment il faut donner des anticoagulants et des corticoïdes? L'intérêt et la nécessité du recours à la ventilation non invasive versus l'intubation, qui a donné de très très bons résultats sur un impact très très important sur le taux de mortalité. Le facteur climat aussi qui a été favorable. Il y a des théories qui ont été émises notamment de l'Université de Maryland, qui a parlé de la possibilité de propagation plus facile du virus dans des climats qui sont plutôt froids et humides. C'est un point qu'on va aborder de toute façon avec mes invités. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des pays africains où le climat est plutôt aride et sec. Et puis, il y a eu cette prise de conscience plus ou moins précoce à partir de ce qu'on a vu, des images choquantes que nous avons reçues des différents pays, notamment européens, et qui ont fait que les citoyens aient peur d'en arriver à voir leurs proches mourir un après l'autre. Et le résultat est que les chiffres, de toutes les façons, qui sont enregistrés, et heureusement d'ailleurs au sein du continent africain, sont bien moindres que ceux qui sont enregistrés dans le reste du monde. Oui. Merci beaucoup, Dr Abbès, pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Alors, on parle justement d'Afrique. Est-ce qu'on doit justement appréhender cette deuxième vague finalement en Afrique ou en Algérie d'une manière générale, ou peut-être finalement les données qui sont disponibles aujourd'hui, quand on dit que c'est un continent qui a été plus ou moins épargné, il sera peut-être épargné aussi pour cette deuxième vague? Certainement, s'il a été épargné par la première vague, il sera épargné par la deuxième vague. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que faire la différence entre l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, donc on n'a pas les mêmes conjonctures et le virus ne circule pas de la même manière. En fait, en Afrique centrale, pourquoi ce virus n'a pas fait beaucoup de dégâts? Parce que, comme vous le savez très bien, il y a les règles d'hygiène qui ne sont pas très bien respectées. Et en Afrique, on est trop exposé aux microbes. Et lorsqu'on est trop exposé depuis l'enfance, donc le système immunitaire est très actif. Oui. Il y aura ce qu'on appelle l'immunité croisée. Lorsqu'on est infecté par le SARS-CoV-2, certainement, durant sa vie, il a rencontré un germe qui ressemble un peu au coronavirus. Et dans ce cas-là... Donc c'est une des explications qu'on donne aujourd'hui aussi. C'est la plus... La plus valable. La plus valable. Oui. Pour revenir un peu sur les clusters brièvement, Dr Namra, alors il y a une étude qui a été menée par l'Institut Pasteur qui parle justement, qui revient sur 7 clusters, qui a identifié 7 clusters, qui sont donc Blida, Boufarik, Alger, Ouergla, Tarf et Ain Mouchent. Vous travaillez avec eux. Est-ce qu'on peut avoir une explication sur le profil épidémiologique de ces régions justement? Moi, en matière de cluster, je ne travaille pas avec les PIA. Moi, je travaille avec les PIA pour un autre projet
concernant, on va parler vous avez des sur informations, les enquêtes sur prévalence. Ce sera un autre travail qu'on doit le publier ce jour-ci. Et ce sera un bon travail pour estimer la séroprévalence auprès de nos personnels de santé. D'accord. Est-ce que vous avez des données sur justement cette étude menée sur les clusters? Le plus important concernant le cluster, c'est très important en matière de gestion d'une épidémie d'identifier ce qu'on appelle le cluster, puisque à travers cette identification, on peut mettre une stratégie, bien sûr identifier les cas, mettre une stratégie spécifique à ce cluster, parce que c'est important pour... c'est-à-dire on devrait contrôler ce cluster pour si on veut de ne pas avoir l'extension de ces derniers. Puisque maîtriser le cluster, c'est maîtriser ce qu'on appelle l'extension de l'épidémie ou bien maîtriser les données en matière d'épidémiologie. Donc ça c'est important. Il faut opter une stratégie dédié à ce cluster. Il faut identifier les cas. Il faut faire, puisque ces cas qui vont être à l'origine de la contamination, maintenant identifier les clusters, puisqu'il y a une autre stratégie, puisqu'on parle de ce qu'on appelle tester, tracer et isoler. Ce sera une autre façon, une autre stratégie qui nous permet bien sûr de maîtriser ces derniers. Oui. Professeur Chabati, l'OMS appelle aujourd'hui à la fermeture des écoles pour ne pas fragiliser les systèmes de santé. En Algérie, on va toujours vers l'ouverture, on continue, on a un grand événement qui nous attend, un événement politique, le référendum. On va aussi vers l'ouverture des lycées et des collèges très prochainement. Comment doit-on finalement se préparer à tout cela? De la même façon qu'on s'est déjà préparé pour d'autres événements semblables, il faut toujours respecter les recommandations des mesures barrières, que ce soit au niveau des primaires, d'ailleurs ça a été fait, on l'a constaté depuis quelques jours, que ce soit pour le collège ou pour les lycées. C'est-à-dire qu'il faut donner les moyens à ces jeunes de se protéger en bavette, c'est-à-dire en masque, en gel hydroalcoolique. Et moi j'ai une autre proposition, et on n'en parle pas, en visière, qui va aider beaucoup ces jeunes, parce qu'avec la visière, même sans bavette, il peut, en respectant la distanciation, il peut travailler. C'est peut-être compliqué d'acquérir des visières pour le moment. Déjà pour les bavettes, c'est déjà compliqué. Ça dépend, madame, mais c'est de la prévention. Il faut mettre le paquet. Ça, c'est. Il faudra donner les moyens, mais il n'y a pas que l'Algérie qui a opté pour cela. Même, je vous cite la France comme ça, même s'ils ont durci les mesures actuellement, mais les écoles restent ouvertes, même en France. Je pense que ça, c'est une attitude logique et tout à fait juste. Pour les clusters, monsieur, si vous permettez, pour les mesures plutôt de tester, tracer et isoler, c'est une mesure qui est d'actualité depuis le début. C'est-à-dire c'était les recommandations depuis le début. Malheureusement, nous ne les avons pas bien appliquées. C'est ça le problème. C'est que quand on détecte les cas, il fallait détecter effectivement... Il fallait faire des enquêtes épidémiologiques qui n'ont pas été complètement menées. Ça a été le point faible au départ. Chaque cas est suivi par une enquête épidémiologique. Oui, mais... Ça, c'est ça. Maintenant, c'est en théorie. Non, là, c'est pas en théorie, ça c'est la pratique. Chez nous... Mais professeur Bouhamra, si on ne maîtrise pas les chiffres, on a parlé des tests, si on ne maîtrise pas les chiffres, je pense que ça pose un gros problème dans l'épidémiologie. En réalité, il y avait deux stratégies. Il y avait une stratégie des pays asiatiques. Ils ont pris le confinement. Après le confinement, ils ont encouragé ce qu'on appelle le tester, tracer et isoler. Nous, on a choisi une autre stratégie, c'est cohabiter, vivre avec le virus, mais en tenant compte des mesures barrières. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire on est en train de vivre, cette stratégie a été adoptée aussi par des pays européens. Et donc, la situation actuelle, on est en train de vivre, mais malheureusement, on a oublié que ce virus-là, ou bien tous les indicateurs maintenant nous indiquent que la circulation de ce virus est active. Donc, il faut penser à revenir à l'application stricte des mesures barrières, sachant que ce sont les seuls moyens efficaces actuellement. C'est un point important concernant la santé scolaire. Il faut savoir que la santé scolaire, ou bien la santé universitaire, ou bien la rentrée scolaire, ou la rentrée sociale plutôt, est guidée par un guide ou un protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire qui devrait être appliqué de manière rigoureuse pour qu'on puisse maîtriser la situation dans là où il y a le regroupement.
Oui. Docteur Bensid, vous dites que la réanimation chez vous est saturée, vous êtes réanimateur. Est-ce qu'aujourd'hui on peut définir ou reconnaître un profil d'une personne admise en réanimation? Est-ce qu'on connaît d'emblée la personne qui peut être admise en réanimation? Oui, bien sûr, bien sûr. Le malade candidat à une réanimation, ça se fait sur des critères cliniques et biologiques, mais surtout sur des critères cliniques. C'est devant une détresse, surtout respiratoire, ou neurologique ou cardiovasculaire, que cette admission est faite. La réanimation, elle est là pour suppléer des organes. Surtout dans le cas du Covid, c'est de suppléer la fonction respiratoire, les poumons en quelque sorte. On a des méthodes non invasives qui donnent de très bons résultats. C'est d'utiliser une CPAP, c'est la VNI, avant d'arriver à l'ultime recours qui est la ventilation artificielle, elle est difficile, elle nécessite beaucoup de moyens humains, mais on arrive quand même à avoir actuellement de résultats par rapport au début de cette pandémie, ce qui dénote de certaines expériences acquises avec le temps, pendant les 7 mois. Les gens maintenant savent travailler et savent se comporter devant un cas de Covid en réact Covid. Et c'est le cas, je pense, de toutes les réanimations d'Algérie. Notre personnel ne demande que deux choses, c'est d'être bien protégé et d'être doté de moyens pour pouvoir accomplir sa mission avec une qualité et une efficacité remarquables. Merci beaucoup, c'est docteur. les deux choses qu'on demande. Pour ce qui est de l'indication clinique, elle est facile. Et actuellement, nous, on essaie d'orienter devant le rush et l'affluence, d'orienter les autres malades et de leur dire, c'est pas la peine de venir à l'hôpital. Il y a des EPSP qui devraient vous prendre en charge. Absolument. Docteur Bensid, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On est obligé d'avancer dans le débat et de conclure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci encore. Alors, professeur Djenouhat, on a beaucoup parlé de la baisse de virulence du virus, mais aujourd'hui, quand on parle de deuxième vague, on se dit aussi dans l'histoire des pandémies que les deuxièmes vagues ou les troisièmes vagues sont toujours plus virulentes. Alors, à quoi doit-on s'attendre finalement? On doit s'attendre au même scénario que celui de la grippe espagnole. Malheureusement, il y a ça fait peur. Ça fait peur, mais il faut plus tenir un discours rassurant. D'accord. Ça va être derrière le relâchement des citoyens. Donc, on est presque certain, tout le monde en est certain, que cette deuxième vague sera très forte, très violente. Et lorsqu'on a beaucoup de cas, certainement on aura, je l'espère pas, Inch'Allah, beaucoup de décès. Donc, je réitère mes conseils à nos concitoyens, s'il vous plaît, revenir aux mesures préventives, à savoir le port de bavettes et la distanciation physique. Distanciation, c'est très importante. On s'attendait à ce que les gens immunisés ne refont plus cette... Oui. Vous anticipez, oui, allez-y. Ne refont plus, on comptait beaucoup plus sur l'immunisation. Il y a des personnes qui n'ont jamais produit d'anticorps, il y a des personnes qui ont produit des anticorps, mais on avait toujours le même discours. L'immunisation, elle est là, mais on ne connaissait pas la durée. Et malheureusement, on lisait dans la littérature le premier cas à Hong Kong, les autres cas en Belgique et en Hollande, et maintenant en Algérie, on assiste à des cas de réinfection. Absolument. Heureusement qu'on a des cas de réinfection avec des formes plus légères, avec la même symptomatologie, mais si je me rappelle bien, hier ou avant-hier, durant cette semaine, il y a le premier cas de décès de réinfection qui vient de la Grande-Bretagne. Donc il faut qu'on se méfie, même les gens qui ont fait déjà l'infection, ils sont concernés par
ces mesures préventives. Oui. Alors l'immunité collective, finalement une option ou pas? L'immunité collective, si un médecin vous dit qu'il faut aller vers l'immunité collective, c'est ce qu'on appelle le non-éthique. On n'a pas le droit parce que le médecin est là, c'est pour sauver des vies humaines. Même si on a très peu de chances de la sauver, on doit faire le tout pour sauver la vie humaine. Par contre, si je vous dis on doit opter pour l'immunité collective, j'incite sur l'augmentation du nombre de décès. Et ça, c'est pas vraiment... On fait un constat d'une situation, mais jamais un médecin peut vous dire qu'on doit aller vers l'immunité collective. Professeur Chabati, l'Europe aujourd'hui se dirige vers un reconfinement. Il y a la fermeture des écoles dans certains pays comme la France. Les lycées et les universités ont fermé. Les couvre-feux aussi, les confinements durant le week-end. Est-ce que la possibilité d'aller vers un confinement n'est pas à exclure chez nous aussi dans les jours à venir? Vous avez chez nous un comité scientifique, je pense. C'est ça? Oui, oui. Un conseil scientifique. Et nous avons comité de suivi. Nous avons des autorités qui sont habilitées justement à prendre ce genre de décision. Maintenant, nous n'avons pas fait de confinement non plus. Un confinement radical, comme cela a été le cas dans plusieurs pays dans le monde. Nous ne l'avons pas fait. On a eu un confinement partiel. Je pense que ça a donné quand même des résultats. Nous l'avons vécu. Et je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on s'acheminera vers un confinement total. On ne l'a pas fait avant, je ne pense pas qu'on le fera après. Oui. Par contre, je rejoins l'avis de mon ami le professeur Genouhat. Le plus important, ce n'est pas tellement le confinement, c'est le respect des mesures barrières. Ça, c'est important. Là, c'est plus qu'important. Et si on ne le respecte pas, ces mesures, si on ne les applique pas, eh ben, on risque effectivement de courir droit vers la catastrophe. Oui. Un confinement n'est pas à exclure, professeur Namra? Je pense un confinement plutôt réfléchi, puisque maintenant nous avons l'expérience. On ne peut pas appliquer le confinement tel qu'il a été précisé ou a été utilisé lors de la première vague, sachant que le confinement est le dernier recours. Ça, c'est important. Est-ce qu'effectivement, on aura... Moi, c'est ça la question qui se repose. Est-ce qu'effectivement, on va faire une deuxième vague? On ne sait pas, on ne connaît pas l'évolution de ce virus. Restez optimiste. Ah, le deuxième point qui est important, est-ce qu'il va engendrer une épidémie aussi grave que telle qui a été enregistrée avec moins de décès. Sachant que la grippe espagnole. Non, sachant qu'en comparant les deux virus, c'est-à-dire le virus de cette épidémie et le virus de la grippe espagnole, ce dernier était plus stable. Maintenant, on parle d'une enzyme qui peut corriger les erreurs engendrées par le virus de la Covid. Ça, c'est un point important. Mais tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est des hypothèses. Sachant la réalité qu'on a un nombre aussi important ces derniers temps, donc, si on a choisi la stratégie de vivre avec ce virus, je partage l'attention qui a été attirée par mon ami professeur Genouhat, et en demandant aux gens et à notre population de revoir la façon de vivre, c'est-à-dire leur façon de vivre, de réutiliser ou bien d'utiliser le masque, ou bien ça sera quelque chose, c'est-à-dire ce sera une chose qu'on vit avec, c'est-à-dire ce sera quelque chose qui est lié avec notre quotidien. Oui. Brièvement, on est à la fin de l'émission. Oui, pour le confinement, justement. Le confinement n'est pas un traitement. Qu'est-ce qui permet le confinement? En fin de compte, le confinement permet d'éviter la chaîne de contamination. Oui, voilà. Mais en fin de compte, c'est de réduire un petit peu la pression sur les hôpitaux. Il a bien dit. C'est ça. L'indication, c'est surtout si nous avons une charge au niveau de... Donc on n'arrive pas à gérer les hôpitaux. C'est surtout pour maîtriser cette... On termine avec vous, professeur Genouhat. Alors aujourd'hui, on vit donc la baisse des températures. Est-ce que c'est un facteur aggravant de la pandémie? Parce qu'on a beaucoup parlé dans la virologie. Est-ce qu'on doit être encore plus vigilant? Effectivement, c'est pour deux raisons principales. La première raison, c'est que le virus résiste plus lorsque la température est basse. Oui. Et la deuxième raison, elle est humaine. Vous le savez très bien que lorsqu'on est à la porte de l'hiver, et il y aura... ce que je demande aux citoyens algériens, c'est d'essayer d'aérer même s'il fait froid. Oui. Et probablement ne pas enlever les blousons et les jaquettes et les vestes, mais garder toujours l'aération. L'aération, c'est très très important pour prévenir la... D'accord.
Alors, voilà, dernier mot, donc mesures préventives et aération. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir. Restez sur place.